Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la prévention du risque UV au travail. Le risque solaire est la première des préoccupations en matière de santé des Réunionnais. Qu'en est-il au travail? Aujourd'hui, pour échanger avec nous, nous aurons donc du coup Brice Vinketasala, qui est ingénieur de prévention à la DETS, et un peu après, Laurence Payette, ingénieur conseil de la CGSS. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui du coup de recevoir Monsieur Brice Vinketasala, qui est ingénieur de prévention à la DETS. Donc la DETS, c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et de la solidarité à La Réunion. Et du coup, la première question, c'est est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont s'intéresser du coup à la prévention de ce risque UV au travail? Donc bonjour Jean-Noël, effectivement à La Réunion nous avons l'habitude de travailler avec plusieurs partenaires institutionnels en matière de prévention des risques, notamment donc la DETS, la CGSS et la RACT, associés à d'autres acteurs de manière ponctuelle sur les actions, notamment sur cette action l'association Missoleray et les services de santé au travail qui ont pu nous aider sur cette partie. Alors, tous ces acteurs, en fait, du coup, est-ce qu'ils ont des obligations réglementaires en termes de prévention? En effet, en fait, dans le cadre du travail, l'employeur reste responsable de la santé, de la sécurité de ses salariés et doit mettre en œuvre, en fait, un certain nombre de mesures pour prévenir l'apparition des risques. Et ces mesures peuvent être à la fois organisationnelles, techniques, ou sur la partie formation et information. Donc ce sont des obligations qui sont inscrites dans le Code du travail et pour lesquelles l'employeur a une obligation de sécurité. Voilà. Alors, moi, il m'avait cru, j'avais cru lire qu'il fallait privilégier du coup les modes de prévention collectifs. Effectivement, en fait, réglementairement, il y a ce qu'on appelle les principes généraux de prévention qui vont donner une hiérarchie entre les mesures de prévention à mettre en place par l'employeur, en lui demandant dans un premier temps notamment d'éviter ou de supprimer le risque, et après, ainsi de suite, de pouvoir travailler sur une planification, une évaluation des risques, planification de la prévention, et prendre les mesures de protection collective à la place en priorité par rapport aux protections individuelles. Ok. Donc les protections individuelles, que souvent on appelle EPI Exactement. également. Donc là, il y avait les 9 principes généraux qui étaient affichés à l'écran. Et du coup, concernant le risque solaire, en fait, les 9 vont s'appliquer, mais du coup, il y en a 4 qui sont privilégiés, c'est ça? Alors, à l'écran, effectivement, j'ai affiché les 4 principes qui, selon moi, seraient à privilégier, mais les autres sont applicables également. Donc, voilà, il n'y a pas de... Ok. Alors, du coup, peut-être un petit état des lieux de la situation des UV à La Réunion. Effectivement, à La Réunion, comme vous pourrez voir à l'écran, on a en fait des indices UV qui sont beaucoup plus élevés en fait, par rapport à la métropole, ce qui fait qu'il y a une urgence un peu plus importante à faire, à mener des actions de prévention et à agir auprès des différents acteurs. Les données que vous voyez affichées à l'écran sont issues d'une étude qui s'appelle étude UV Pro 974 qui a permis d'avoir un état des lieux justement localisé. Ok. Et du coup, alors là... Alors, voilà. Peut-être juste compléter, cette étude en fait a permis de mettre en exergue également que sur 37,7% des patients atteints d'un cancer, il y en aurait au niveau ce pourcentage correspondrait en fait à ceux qui auraient été exposés dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Et donc, du coup, quels sont, selon vous, les éléments de protection du travail, enfin, de protection au travail vis-à-vis du soleil? Alors,
Dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire pour l'employeur, c'est d'évaluer les risques, ce que j'avais affiché parmi les principes de prévention. Ce qui fait qu'en fait, dans le cadre de son obligation d'évaluation des risques inscrite dans le document unique des entreprises, le risque solaire doit apparaître et effectivement, on doit le gérer. On a pu, je vais afficher à l'écran, montrer que en fait, les entreprises, grâce à un questionnaire élaboré en 2024 avec l'ARACT, que beaucoup d'entreprises ne le prennent pas en compte, donc ce qui justifie notre action de communication, où en fait on a uniquement 32% des entreprises qui l'ont inscrite dans le cadre du document unique d'évaluation des risques. Et donc du coup qui ont aussi inscrit des actions de prévention pour prévenir ce risque. Du coup, sur les actions de prévention collective, du coup, alors l'enquête précisait un peu plus ce qui était mis en évidence, ou enfin ce qui était mis en place. Effectivement, du coup, nous avons cherché à savoir si les entreprises, suite à, à ce constat d'exposition à un risque ultraviolet, a pu mettre en place des actions de protection des salariés. Et au niveau de l'état des lieux, on voit bien qu'en fait, sur le graphique que je vous affiche, qu'effectivement, très peu d'entreprises aujourd'hui mettent en place des zones de travail à l'ombre ou en fait des dispositions permettant d'éviter d'exposer les salariés. Alors, d'autant moins que finalement, ceux qui disent on aménage des zones de travail à l'ombre, c'est 54%, mais c'est 54% des 32% initiaux. Exactement. Donc, du coup, alors je reprenais du coup 54% quand même qui parlent de zones de travail à l'ombre qui sont aménagées. Et du coup, là, il y avait peut-être un questionnement sur la protection collective, du coup, la zone de travail à l'ombre. En fait, l'avantage, c'est que dans le cadre de l'évaluation des risques, soit le travail peut s'exécuter de manière protégée, soit il faut mettre en place en fait des protections additives, donc protection collective de type tente, bâche et protection au poste de travail. Alors du coup, l'étude qui a servi de base, c'était l'étude UV Pro 974, sur laquelle on a mis en évidence tout de même que 37% des personnes qui développaient un cancer cutané, ce cancer était lié quand même, enfin, fait de fortes probabilités d'être lié à leurs conditions de travail ou à leur environnement de travail. Et du coup, cette enquête de 2024, elle venait chercher un peu à en savoir un peu plus sur les expositions des personnes. Alors là, c'était des salariés principalement qui ont répondu à cette enquête. Effectivement, en fait, on peut se rendre compte que, notamment dans les entreprises qui sont en milieu extérieur, qui vont en fait exposer notamment la partie du bras, la partie la plus exposée et moins habillée, entre guillemets, la tête, et de manière un peu secondaire, les jambes. Et tout ça est accentué notamment par la présence de milieux pouvant servir de réflexion en fait, par rapport au rayonnement UV, tels que les plans d'eau, le bitume, ou éventuellement, ici il n'y en a pas à La Réunion, mais ceux qui peuvent travailler en milieu avec de la neige. D'accord. Donc ça, c'était sur les zones d'exposition. Du coup, on avait aussi un questionnement sur la protection qui était mise en place. Donc tout à l'heure, on est parti sur les protections collectives. C'est ce qu'il faut privilégier. Mais du coup, il y a quand même un certain nombre de protections individuelles qui peuvent être envisagées. Évidemment, bien sûr. En fait, on voit bien qu'au niveau des protections individuelles, on peut venir justement fournir des vêtements ou des lunettes de soleil pour les yeux, parce qu'effectivement, en fait, les rayonnements UV sont à la fois dangereux pour la peau et pour la partie oculaire. Donc, ce qui fait que on peut en fait venir protéger ces zones qui sont les plus fragiles.
Et du coup, je voyais ça, mais eau à disposition 3 litres par jour, c'est pas un peu beaucoup? C'est le minimum ou c'est... Alors, en fait, c'est la valeur minimale réglementaire à fournir par l'employeur. Donc, c'est pas aux salariés, on n'encourage pas en fait le salarié à consommer 3 litres d'eau par jour, mais c'est le minimum que en fait, l'employeur doit lui fournir. En sachant que si effectivement il est exposé au soleil et que derrière vous avez aussi forcément de la forte chaleur, la consommation d'eau doit être plus importante. Voilà. Alors, on le reverra un peu après aussi, mais il y avait des vêtements couvrants. J'ai vu un peu plus loin qu'il y avait aussi des vêtements rafraîchissants. Oui. Donc peut-être qu'on peut aller faire un tour sur qu'est-ce qu'il y a à disposition en termes de protection contre les UV. Alors, peut-être, dans un premier temps, c'est vous faire un focus sur, avant de faire le focus sur l'aspect protection individuelle, c'est dire qu'en fait, en amont, il y a déjà des actions à mener sur le plan organisationnel et sur l'aspect, sensibilisation et connaissance, évaluation des risques. Ce qui fait qu'en fait, vous avez la possibilité pour l'employeur de décaler notamment les horaires de travail lorsqu'il va prévoir, quand on parle du secteur du BTP notamment, décaler les horaires de démarrage du chantier et travailler plus tôt pour moins être exposé aux UV. Parce ce qu'on sait moins, ou on le sait plus ou moins, c'est que les heures les plus exposantes sont celles qui sont en milieu de journée. Donc entre 10h et 14h notamment, vous avez plus de rayonnement UV. Donc là, l'employeur, il peut déjà travailler sur cet aspect-là. Après, il y a des outils qui ont été développés, notamment avec l'Organisation internationale du travail, c'est l'application SunSmart, qui permet d'avoir en fait un état des lieux localisé du rayonnement UV de la région sur laquelle on intervient. Pareil, en fait, si on veut agir sur la partie organisationnelle, on va augmenter la fréquence et la durée des pauses et prioriser les chantiers les moins exposés à l'ensoleillement. Là, on est vraiment sur la partie organisationnelle. Et du coup, sur décaler les horaires de travail, est-ce que c'est pas quelque chose qui est déjà intuitivement mis en place à La Réunion? Depuis que je suis arrivé à La Réunion, les gens commencent très tôt, en fait. J'ai mes premiers mails dès 8h le matin. Effectivement, en fait, au-delà de la gestion des bouchons de circulation, dans le secteur du BTP, sans doute, ils sont beaucoup plus sensibles à ça. Ils ont pris habitude sur les périodes chaudes de démarrer plus tôt pour finir plus tôt aussi. Mais ce qui ne veut pas dire qu'en fait, ils ne se retrouvent pas quand même exposés parce qu'ils vont travailler de 10h à 14h. Donc effectivement, ils vont décaler leur journée, mais ils vont quand même être exposés à ce moment-là. Ok. Il y avait d'autres solutions organisationnelles que vous vouliez nous... Effectivement, quand on réfléchit à évaluer les risques et à proposer des solutions, on peut notamment, l'exemple du BTP le plus simple, parce que c'est le plus marquant et plus visuel, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on peut, au lieu de faire une tranchée à la main, on va mécaniser la tâche en mettant à disposition un engin de terrassement où le conducteur, lui, ne sera pas exposé et potentiellement, en fait, sera dans un engin qui pourra être équipé de film solaire ou d'une casquette de protection. Et derrière, on va organiser les zones de pause. C'est-à-dire que si la partie basse vie et réfectoire est un peu éloignée de la zone de travail, ce qui peut arriver, on va disposer en fait des tentes avec des petites tables et bancs à proximité de la zone de travail, notamment sur les chantiers itinérants. Et dans un dernier temps, en fait, mettre à disposition des modules climatisés, c'est-à-dire que ça permet en fait, notamment sur les pauses repas ou sur les pauses tout court, de pouvoir être à l'ombre et être au frais, et se rafraîchir et permettre au corps de récupérer.
Alors, du coup, je fais une petite aparté, mais je me souviens avoir vu une émission sur Arte sur le. Alors, c'était à l'époque de la construction à Dubaï pour la Coupe du Monde de football. Ils construisaient des grands stades de foot. Et du coup, je me souviens que dans l'émission, à certains moments, en fait, les salariés étaient surexposés au soleil. Et donc, ils avaient un petit capteur pour mesurer donc, le taux UV, mais aussi le taux d'humidité. Si ça dépassait un certain seuil, ils les évacuaient de la zone de travail et ils les mettaient du coup dans des grands réfectoires climatisés. Est-ce qu'il y a ce type d'appareillage à La Réunion? Est-ce que c'est utilisé ou pas encore? Bah, j'ai pu avoir en fait contact avec une entreprise récemment qui est en train d'expérimenter ce type de dispositif sous forme de montre en fait, qui va permettre d'avoir en fait comment dire certains paramètres qui vont avertir le salarié si je suis en zone rouge ou pour l'instant ça va, je peux continuer à travailler. Et ça effectivement, bah, on attend d'avoir le recul. Avoir le ressenti de cette entreprise-là pour pouvoir, entre guillemets, communiquer et peut-être communiquer un peu plus largement sur ce dispositif. Et du coup, après, ce serait quand même plus aller vers des modules climatisés où la zone d'ombre resterait suffisante pour La Réunion. Bah après, réglementairement, en fait, l'entreprise doit des installations de chantier. Ce qui fait que en fait, la partie tente, c'est du complément. On va venir compléter ce qui est réglementairement exigé. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, l'entreprise elle-même aura déjà mis à disposition un local climatisé avec de l'eau fraîche et un frigo éventuellement. Voilà. D'accord. Alors, donc ça, c'était les solutions organisationnelles. Du coup, qui dit solution organisationnelle dit il y a aussi des solutions techniques. Vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure avec les filtres UV sur les véhicules. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Donc nous pouvons retrouver en fonction des activités professionnelles des dispositifs permettant d'avoir de l'ombrage au poste de travail. Là, vous avez des exemples à l'écran en fait, d'entreprises du BTP, sur les réseaux, les VRD par exemple, sur de la télécommunication. À La Réunion, vous pouvez voir des entreprises qui vont, en fait, lorsqu'ils vont travailler sur la chaussée, avoir des zones d'ombre aménagées avec des tentes mobiles. Et après, vous avez d'autres chantiers qui sont longue distance, qui permettent de travailler aussi avec une protection. Alors, on pouvait en voir aussi beaucoup sur la nouvelle route du littoral. Quand ils construisaient, il y avait des grandes tentes qui se déplaçaient en même temps qu'ils Exactement, avançaient. exactement. Donc ça, c'est pour la partie ombrage. Pour la partie toujours sur les solutions techniques, sur l'aide à la mécanisation des tâches, du coup. Alors, effectivement, si vous mettez en place des engins, il faut travailler sur l'équipement de ces engins pour que en fait, le salarié ne soit pas dans un milieu plus exposé et aussi souffre de la chaleur parce que vous êtes en milieu parfois confiné. Du coup, on va travailler sur la mise en place de filtres anti-UV sur les vitres des engins. Et après, derrière, travailler aussi sur l'équipement des engins avec de la climatisation et avoir des casquettes élargies ou mettre encore des compléments d'écran vis-à-vis du soleil. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un risque qui est de plus en plus pris en compte et qui fait que techniquement, on sait répondre en fait. Voilà. Et est-ce que pour les filtres UV sur les vitres des engins, c'est la même réglementation? Je voulais en mettre sur ma voiture et en fait, du coup, ils m'ont dit sur le pare-brise, on peut pas. On peut que sur les côtés et derrière. Est-ce que sur les engins, c'est pareil? Il y a des vitres qu'on peut absolument pas mettre de filtre UV dessus en termes de sécurité ou là, comme c'est pour des trajets quand même relativement courts et des tâches vraiment spécifiques? Alors, pour tout ce qui est véhicules personnels, enfin en tout cas les véhicules liés à la circulation sur voie publique,
c'est plutôt lié à la reconnaissance du conducteur. C'est-à-dire que si vous avez des films complètement opaques, ou peut-être vous aurez du mal à voir aussi le milieu extérieur, et inversement, on pourra mal vous identifier en cas d'infraction. Après, sur le milieu du travail, ce qui est très important, enfin le critère le plus important, c'est la visibilité du conducteur. C'est-à-dire que, en fait, il va falloir trouver le compromis entre la protection vis-à-vis des rayonnements UV et à côté de ça, la possibilité pour lui d'avoir une visibilité à 100% de tous les individus qui sont autour de l'engin, parce que on va travailler sur les UV. Il ne faut pas oublier qu'en fait, on a énormément d'accidents liés à la collision avec les engins. Donc, ce qui veut dire que le conducteur, il doit pouvoir voir autour de lui et identifier s'il y a des collègues qui sont pas loin. Ok, alors ça, c'était plutôt sur ces solutions techniques, plutôt mécaniques. Il y a encore quelques solutions techniques. Alors, pareil, alors là, c'est vraiment plus spécifique sur le BTP avec des bâches, du coup. Effectivement, ils ont développé des bâches PEHD qui ont une protection anti-UV intégrée, ce qui permet là, on est sur sur une phase de rénovation d'une façade, ce qui permet que les ouvriers travaillent en permanence dans un environnement qui est entre guillemets réduit en exposition aux UV. Donc c'est vraiment pas mal et du coup ça permet de couper un peu le monde. Mais ça marche aussi pour le vent. Je vois 90% du vent brisé. Enfin, c'est quand même relativement efficace. Donc ça, c'était sur les solutions techniques, mécaniques. Quelques solutions individuelles tout de même. Oui. Alors sur les solutions individuelles, c'est quand on arrive dans le cadre des principes généraux de prévention, une fois qu'on a travaillé sur l'organisation et sur la partie technique collective, on va proposer en fait équiper les salariés de casquettes ou de chapeaux pour certains. Donc parce qu'il faut prendre quand même le risque de heurt dans le cadre de l'évaluation des risques. La mise à disposition de sahariennes ou de protège-nuques qui, pour certains, en fait, incorporent des billes hydrophiles, ce qui permet d'avoir, en fait, à la fois la protection solaire et la protection contre la chaleur, enfin un rafraîchissement sur 2 à 3 heures dans la matinée ou dans la journée. Après, on va retrouver, en fait, les vêtements couvrant technique anti-UV, qui, eux, vont respecter une norme précise qui reste dans la catégorie des EPI. Et du coup, en fait, quand l'employeur il va choisir ses équipements, il va falloir qu'il soit vigilant sur ces aspects-là. Évidemment, le simple t-shirt en coton, manche longue, protège aussi le salarié. Mais c'est vrai que lorsqu'on a aujourd'hui des vêtements couvrant technique qui permettent de gérer la transpiration et la protection anti-UV, c'est encore mieux. Alors ça, c'était sur les vêtements techniques. Il y avait une illustration quand même relativement impressionnante sur les vêtements rafraîchissants. Donc là, avec une photo avec infrarouge. Infrarouge, voilà. Effectivement, on arrive à voir certains équipements qui vont permettre, grâce justement à ces billes hydrophiles, de baisser grandement en fait la température corporelle et effectivement la fatigue des opérateurs. On voit bien que sur une zone non protégée, en fait, le corps va émettre une température de 36 à 37 degrés, mais qui va être une température de surface un peu plus élevée. Et sur les vêtements, on est à 23 degrés. Donc on va avoir une réduction en fait de la charge liée à la chaleur. Et après, pour compléter sur la partie solutions individuelles, je vais revenir sur la partie des protections oculaires. En fait, on peut mettre à disposition des lunettes de sécurité solaire. J'ai même appris que dorénavant, en fait, les opticiens proposent des lunettes de vue solaire à la vue du salarié.
et qui permettent de gérer aussi l'aspect protection face aux UV. On verra, enfin on l'a vu avec l'aspect médical, on a des conséquences sur, notamment au niveau de l'apparition de cataractes, et ce qui fait qu'il est important de gérer aussi ce risque-là. Alors du coup là, ce qu'on peut voir également, c'est, alors on l'a peut-être pas vu précédemment, mais là donc sur les lunettes de solaire, on voit bien qu'il y a un certain nombre de normes pour le filtre ultraviolet, pour la protection de l'œil, pour la classe optique, etc., etc. Est-ce qu'il y a des normes aussi sur les vêtements ou les casquettes anti-heure avec visière ou les sahariennes? Effectivement, on a sur les vêtements des normes qui vont s'appliquer. Donc le jargon, c'est l'EN 13758 pour les vêtements, qui va donner des prescriptions sur le niveau de performance en fait du vêtement, qui va en fait vous dire en termes de transmission des UV, je suis à tant de % de taux de transmission. Et donc de pouvoir limiter l'exposition de la peau par rapport à ça. Alors, merci pour ce balayage de toutes les possibilités. Et donc, du coup, il y a des kits qui permettent de regrouper et retrouver l'ensemble de ces préconisations et de ces normes. Et là, on va en fait retrouver des guides nationaux qui, pour l'instant, permettent d'avoir une idée, en fait, une vision un peu élargie, à la fois sur la chaleur, la prévention de la chaleur et l'exposition aux UV. Donc, notamment le guide OPPBTP et le guide FNTP. Donc, OPPBTP, c'est l'organisation de la prévention paritaire du BTP, et la FNTP, la Fédération nationale des travaux publics. Donc, qui sont des guides qui sont plutôt bien faits parce qu'ils abordent ce que je vous disais tout à l'heure, tout l'aspect évaluation des risques et l'aspect aussi protection collective et protection individuelle. Nous, localement, en fait, on va faire en sorte de publier un flyer et puis à terme d'avoir un kit qui permet également de répondre à certaines informations locales. Ok. Flyers qui devraient pas tarder à sortir là, au mois de décembre. Effectivement. Alors, sur les derniers points, on pourrait peut-être revenir un peu sur comment organiser le travail pour prendre en compte ce risque solaire. Hein. Donc, on avait vu donc il y a l'aspect organisationnel, technique. Qu'est-ce qu'on a d'un peu plus... Pour finir, je voulais revenir sur des exemples concrets d'entreprises locales qui ont permis de présenter en fait comment eux ils ont appréhendé ce risque UV. Et on voit bien qu'en fait il y a bien ce volet formation, information des salariés, donc réalisation d'une formation en interne, animation de quart d'heure sécurité, affichage, avec également justement ce message de prévention, mais en parallèle d'avoir l'adaptation des horaires, éviter l'isolement d'un salarié, si effectivement il a un malaise lié à la chaleur ou aux UV, enfin plutôt à la chaleur, d'être pris en charge assez rapidement et d'avoir des pauses et des adaptations techniques. On parlait d'abris, des tunnels. Et sur un autre pan, du coup, on voit bien qu'ils ont en fait réussi à fournir pas mal d'équipements individuels, notamment les pantalons haute visibilité, mais qui sont spécialement équipés pour l'été, les t-shirts manches longues, les lunettes solaires de sécurité, les chapeaux, donc en fait qui vont venir élargir pour certains en fait les casques des salariés. Ah, oui. Et pour finir, cette entreprise-là, c'est celle que je vous citais tout à l'heure, expérimente le bracelet anti-coup de chaleur, donc qui permet d'avoir un certain nombre de données physiologiques, on va dire, qui permet d'alerter le salarié sur son exposition ou pas. Et derrière, vous avez mise à disposition de moyens d'hydratation qui font partie de l'obligation légale, mais qui techniquement ont pu être répondus par la mise en place de fontaines à eau potable d'eau fraîche et la mise à disposition de gourdes isothermes ou éventuellement de mise à disposition de glacières.
Ok. Sur les affiches, on peut voir que c'est des affichages officiels hein, de l'Institut national de recherche et de sécurité. Donc oui, effectivement, là, on est plus sur l'aspect chaleur et gestion de la canicule, qui est devenu une problématique nationale préoccupante dans le cadre notamment des étés de plus en plus chauds au niveau national. Donc du coup, ce qui fait que il y a une bonne communication, une campagne de communication sur ce sujet. Ok. C'est ce qui va me permettre de faire quand même la transition avec donc l'INRS, hein, c'est l'Institut national de recherche et de sécurité. C'est un peu le penchant recherche-action de la CGSS. Et donc, dans quelques instants, du coup, nous allons recevoir Laurence Payette, qui est ingénieure à la CGSS Réunion. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et nous retrouvons du coup Laurence Payette, ingénieure conseil à la CGSS. Précédemment, donc, nous étions avec Brice Venkatasallah, ingénieur de prévention à la DETS, et nous nous étions quittés du coup sur les affiches de prévention du risque solaire réalisées par l'INRS. Et du coup, donc, dans le début de l'émission, on avait vu donc les différents types de prévention. La prévention primaire, plutôt organisationnelle, prévention secondaire, l'information, et donc du coup, ces différentes affiches de l'INRS plutôt en prévention secondaire, et puis du coup, la prévention tertiaire, un peu le mode pompier. Mais du coup, sur l'INRS, on sait que l'INRS, du coup, travaille souvent avec la CGSS. Oui, bonjour Jean-Noël et merci de faire le lien donc, sur les actions qui sont mises en œuvre par notre réseau. Effectivement, l'INRS, Institut national de recherche et de sécurité, fait partie du réseau assurance maladie et risques professionnels et c'est un peu notre centre support de ressources documentaires et d'ingénierie technique, d'aide technique et documentaire. Concernant la prévention primaire, la CGSS qui donc a mené la campagne qui se fait actuellement sur le terrain auprès des entreprises pour les accompagner dans la prévention de ce risque UV solaire, nous venons tout juste de mettre en place, après validation de nos instances paritaires la semaine dernière, un dispositif d'aide spécifique pour la prévention du risque UV solaire en entreprise. Alors, spécifique pour les TPE de 1 à 40 Exactement. Alors, nous avons des budgets disponibles pour ce qu'on appelle les subventions prévention TPE. Et donc, le dispositif UV et aussi chaleur va permettre de financer à 50% des équipements de protection collective contre le risque UV solaire. Notamment, vous avez ce qui s'affiche à l'écran, la liste des équipements qui sont éligibles à cette aide, les tentes et barnums anti-UV, parasols et ombrières, filets d'ombrage, écrans et panneaux rigides ou semi-rigides de protection anti-UV, ainsi que les films solaires. Et nous avons souhaité également financer tout ce qui dit matériel de mesure et capteur UV de température pour ce qui est de la surveillance des conditions de travail en extérieur et pouvoir adapter les mesures organisationnelles et de prévention qui sont mises en œuvre. Nous financerons également les dispositifs de lutte contre les coups de chaleur pour les fontaines à eau, par exemple. Et nous n'avons pas souhaité exclure un autre matériel qui ne serait pas dans cette liste. Et donc, nous avons inclus également tout matériel innovant qui pourrait être financé via ce dispositif. Et enfin, les formations et sensibilisations à la prévention des risques liés aux UV solaires et à la chaleur pourront également être prises en charge, cette fois à hauteur de 70%. Alors, au niveau des conditions d'attribution de ces aides, ce sont les conditions générales que nous avons pour toutes les subventions prévention TPE que toute entreprise pourra retrouver sur notre site, en lien sur le site de la CGSS, partie entreprise, et donc qui sont des conditions administratives. Il s'agit pour les entreprises qui sollicitent une aide qu'elles soient à jour de leurs obligations sociales et donc à jour de leurs cotisations sociales et de leurs obligations vis-à-vis de la réglementation du travail, adhérer à un service de santé au travail,
notamment, et avoir mis en place un document unique d'évaluation des risques professionnels, par exemple. Toutes les conditions d'éligibilité et les formulaires de demande sont accessibles en ligne, et nous avons aujourd'hui un système qui permet d'adresser les demandes directement en ligne via le compte entreprise. Et du coup, est-ce que il y a une liste de matériel bien précis ou tout ce qui rentre dans Tente et Barnum en TUV, c'est bon, on peut aller à Decathlon. Alors vous avez donc la liste de matériel est bien précisée dans les conditions générales d'attribution, c'est celle qui a été affichée à l'écran. Après, il est à préciser que nous ne finançons que du matériel neuf et que ces matériels ne doivent pas être en location mais doivent être propriété de l'entreprise, ne pas faire l'objet non plus de défiscalisation, ne pas être en leasing par exemple. Merci Laurence Payette pour ces informations sur les subventions pour les TPE. Merci d'avoir suivi cet épisode dans lequel nous avons également reçu Brice Venkatasallah de la DETS et nous vous invitons du coup à nous retrouver sur le site de l'Université numérique de La Réunion pour d'autres émissions sur la prévention des risques.